Alors dossier numéro 2, un dossier donc, qui s'intitule De la diarrhée en décembre, sans même aller plus au-delà de la correction. On a tous vu que c'était un dossier qui concernait les gastro-entérites aiguës. Alors item extrêmement important parce que pathologie extrêmement fréquente vue par les pédiatres, par les médecins généralistes, par les urgentistes. Donc vraiment pathologie à connaître extrêmement bien. Alors avant de rentrer dans la correction détaillée de cet item et de ce dossier, pardon, eh bien, refaisons juste un petit point sur les grosses idées à connaître sur la gastro-entérite aiguë, et c'est ça le plus important. Une fois qu'on a bien compris quel était l'enjeu de cette gastro-entérite aiguë, eh bien, on comprend assez bien les différentes conduites de prise en charge, et après les réponses au dossier deviennent relativement simples. Alors, d'abord, comment est-ce que l'on fait le diagnostic d'une gastro-entérite aiguë? Comment est-ce que je sais que j'ai affaire à un enfant qui a une gastro-entérite aiguë? Eh bien, pour faire le diagnostic de gastro-entérite aiguë, il faut qu'il existe donc un terrain effectivement épidémiologique, viral, tout ce que l'on veut, mais il faut l'association d'un syndrome infectieux, donc syndrome infectieux, fièvre, contage, notion d'épidémie, etc., associé à des signes fonctionnels digestifs, vomissements et ou diarrhée et ou douleur abdominale, associé à un examen physique normal. L'examen abdominal doit être strictement normal, sinon je ne peux pas avoir affaire à une gastro-entérite aiguë. Donc devant ce syndrome infectieux plus ces signes fonctionnels digestifs avec un examen clinique normal, je peux poser le diagnostic de gastro-entérite aiguë. Alors comme vous le savez, la gastro-entérite aiguë, eh bien, elle est secondaire à une infection, c'est une inflammation du tube digestif. Une fois que j'ai posé ce diagnostic chez un nourrisson, eh bien, l'ensemble de ma prise en charge diagnostique et thérapeutique n'a pour objectif que de répondre à deux questions. Première question, et c'est celle qui est la plus importante, et s'il ne faut retenir qu'une seule des deux, c'est celle-là qu'il faut retenir. Quel est l'état d'hydratation de mon patient? Si l'état d'hydratation de mon patient est bon, mon patient peut rentrer au domicile et s'hydrater tranquillement. Si l'état d'hydratation de mon patient est mauvais, et bien dans ce cas-là, je vais devoir l'hospitaliser pour aider à l'hydratation. Donc c'est vraiment ça l'enjeu principal. Deuxième question, quelle est l'étiologie de ma gastro-entérite aiguë, en sachant que grossièrement 95% des gastro-entérites aiguës sont dues à des virus et principalement le rotavirus, mais dans quelques pourcents des cas, eh bien, cette gastro-entérite aiguë peut être secondaire à une bactérie, et dans ce cas-là, eh bien, il faudra faire un examen complémentaire pour rechercher cette bactérie et discuter alors d'un traitement antibiotique. Donc voilà les deux enjeux de la gastro-entérite aiguë. Alors, comment répond-on à la question de l'hydratation? Pour évaluer l'état d'hydratation d'un patient, eh bien, l'élément clé sera l'examen clinique. S'il faut retenir un seul élément de l'examen clinique, c'est le poids, c'est la perte de poids. Et d'ailleurs, toute la prise en charge ne va être basée que sur le pourcentage de perte de poids du patient. Ainsi, on classe les patients qui ont une perte de poids inférieure à 5%, les patients qui ont une perte de poids comprise entre 5 et 10%, et les patients qui ont une perte de poids supérieure à 10%. Alors ensuite, cliniquement, on peut évaluer plus finement l'état d'hydratation. Donc je regarde globalement la perte de poids, et puis ensuite je regarde s'il existe des troubles de l'hydratation extracellulaire et s'il existe des troubles de l'hydratation intracellulaire. Mes troubles de l'hydratation extracellulaire, ils peuvent toucher le secteur interstitiel et ils peuvent toucher le secteur vasculaire. Les signes qui me montrent qu'il existe une déshydratation dans le secteur interstitiel, eh bien, ce sera la fontanelle antérieure qui est déprimée, mais attention sur ce signe, soit la fontanelle est extrêmement déprimée, soit c'est assez difficile à voir. Ça va être les yeux cernés, mais là encore, ce n'est pas parce qu'on a les yeux cernés que l'on est déshydraté. Et puis il va y avoir le pli cutané. Donc le pli cutané, c'est vous pliez la peau au niveau du torse, et en principe, eh bien, la peau doit tout de suite se remettre à sa place. Lorsqu'il existe une déshydratation extracellulaire importante, le pli cutané reste en place. Donc 3 signes de déshydratation extracellulaire du secteur interstitiel, la fontanelle déprimée, les yeux cernés et le pli cutané. Les deux premiers signes sont sensibles mais peu spécifiques, donc on ne pose pas un diagnostic exclusivement sur ces signes, et le pli cutané n'apparaît que quand on est dans une déshydratation de 5 à 10 voire supérieure à 10%. Donc ce sont des signes intéressants, mais là encore qui ne viennent que confirmer l'évaluation qu'on avait faite avec la perte de poids. La déshydratation extracellulaire touchant le secteur vasculaire, eh bien c'est exactement les mêmes signes de choc
hypovolémique que nous avions décrit dans la conf numéro 1, c'est-à-dire dans un premier temps une augmentation de la fréquence cardiaque, puis après cette augmentation de la fréquence cardiaque, si cela ne suffit pas parce que je suis en hypovolémie, eh bien il y a une vasoconstriction des territoires non nobles, et moi je vais donc voir la vasoconstriction des territoires cutanés, c'est-à-dire la pâleur, les extrémités qui deviennent froides, les marbrures et le temps de recoloration cutanée qui devient inférieur à 3 secondes. Et enfin, si tout ça ne fonctionne pas, alors j'ai une tension artérielle qui diminue. Dans le cadre d'une déshydratation, dès lors que ma fréquence cardiaque est augmentée et que ceci n'est pas expliqué par la fièvre ou par un autre facteur, et que je pense que cela est dû à une déshydratation du secteur intravasculaire, je parle déjà de choc hypovolémique. Et je devrais le traiter comme un choc hypovolémique. Enfin, j'évalue l'état d'hydratation du secteur intracellulaire. Eh bien, mon secteur intracellulaire, les signes vont être la soif, vont être les troubles de conscience, la fièvre, et puis surtout les muqueuses sèches. Comment savoir si mes muqueuses sont sèches? Eh bien, je mets le petit doigt dans la bouche de l'enfant, et soit c'est humide, soit c'est sec. Si c'est sec, c'est un signe de déshydratation intracellulaire. Tous ces signes sont importants, mais le plus important est d'évaluer la perte de poids. En fonction de l'évaluation de la perte de poids que j'ai faite, eh bien, je vais connaître ma prise en charge thérapeutique. Si ma perte de poids est inférieure à 5%, mon patient n'est pas déshydraté. Dans ce cas-là, le traitement, donc, il n'est pas déshydraté cliniquement. Je ne fais pas d'examen complémentaire pour savoir s'il est hydraté, quel est son état d'hydratation. Et je le traite en ambulatoire et mon traitement sera constitué principalement d'une hydratation. Pour pouvoir hydrater un enfant par la bouche, je dois proposer un soluté qui contienne du sel, du sucre et de l'eau. C'est ce qu'on appelle un soluté de réhydratation orale. Il se reconstitue par un sachet dans 200 ml d'eau minérale et je le propose à volonté. L'enfant boit ce qu'il veut. Je peux le fractionner si l'enfant vomit pour être sûr que l'enfant le garde mieux. Ça, c'est la première étape du traitement. Et deuxième étape, je dis aux parents de revenir, s'ils ont l'impression que les pertes deviennent plus importantes que la prise de soluté de réhydratation. Soit l'enfant ne veut plus en prendre alors qu'il continue à avoir la diarrhée, soit il veut en prendre mais il le vomit constamment. Dans ce cas-là, il faut reconsulter. Deuxième possibilité, ma perte de poids est supérieure à 10%. Si ma perte de poids est supérieure à 10%, j'ai affaire à une déshydratation sévère. Dans ce cas-là, première question à se poser, l'enfant est-il en choc hypovolémique? On l'a dit, choc hypovolémique, tachycardie peut suffire pour poser ce diagnostic. Plus ou moins associé au signe de vasoconstriction cutanée, plus ou moins associé à une tension qui diminue. Si mon enfant est en choc hypovolémique, l'urgence, c'est de le remplir. L'enfant n'a plus assez de volume dans son corps, il faut absolument rajouter du volume, du liquide dans les artères, sinon le cœur peut se désamorcer. Je remplis donc avec ce qu'il y a de moins nocif, du sérum physiologique, et je remplis jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'enfant n'est plus en choc. Quand est-ce que l'enfant n'est plus en choc? Lorsque la fréquence cardiaque s'est normalisée. Alors, on dit qu'on remplit à 20 ml/kg toutes les 20 minutes, mais le nombre de remplissages, on l'a dit, ça peut être de 1 jusqu'à 10 si besoin, tant que la fréquence cardiaque n'est pas bonne. Et de plus, parfois, on peut mettre plus que 20 ml/kg en 20 minutes si on a l'impression que l'enfant risque de décéder d'un moment à l'autre. Une fois que j'ai rempli mon patient, ou si mon patient n'était pas en choc, il est toujours malgré tout déshydraté, et donc mon traitement cette fois-ci va être une réhydratation intraveineuse. Ma réhydratation intraveineuse, et bien là, ça va être de rajouter un peu de liquide, de rajouter des électrolytes, et puis de faire ma petite cuisine, rajouter un peu plus de sel, un peu moins de potassium, etc. en fonction des troubles hydroélectrolytiques de mon patient. Cette réhydratation intraveineuse, peu importe de savoir exactement ce qu'on met parce que ce n'est pas la même chose selon les centres, mais par contre, les éléments importants, c'est qu'elle doit être lente et qu'il faut l'adapter au ionogramme sanguin. Ainsi, le patient qui se trouve ici a besoin d'un ionogramme sanguin, et l'objectif de ce ionogramme n'est pas de savoir si l'enfant est déshydraté ou pas, puisque je le sais, mais est d'adapter mon hydratation intraveineuse. Et parallèlement à ça, je lui donne du soluté de réhydratation orale. Et quand j'ai l'impression qu'il arrive à s'hydrater tout seul par la bouche et qu'il n'a plus besoin de son hydratation par les veines, même s'il n'est pas guéri de sa gastroentérite aiguë, il peut rentrer au domicile pour continuer à s'hydrater par la bouche. Troisième possibilité, mon enfant a une perte de poids comprise entre 5 et 10%.
Si ma perte de poids est comprise entre 5 et 10%, alors je me trouve entre la situation d'un enfant qui est en état d'hydratation bonne et d'un enfant qui est complètement déshydraté. Dans ce cas-là, eh bien cet enfant, je le garde quelques heures en surveillance aux urgences et je lui donne du soluté de réhydratation orale. Deux possibilités. Soit l'hydratation se passe bien et donc mon enfant passe finalement à une perte de poids inférieure à 5%. Et le traitement va être le même, c'est-à-dire un traitement ambulatoire avec du soluté de réhydratation. Soit mon enfant eh bien, n'arrive pas à boire le soluté de réhydratation ou alors le boit mais continue de vomir. Et dans ce cas-là, eh bien, progressivement, il va aboutir à cela. Et donc, je l'hospitalise et je fais un traitement par une réhydratation intraveineuse. Voici un bref résumé de la prise en charge de la gastro-entérite aiguë en fonction de l'état d'hydratation. Bien se souvenir, la seule chose qui compte, c'est le pourcentage de perte de poids et donc de faire une hydratation péros ou une hydratation intraveineuse et de ne pas rater un choc hypovolémique. La deuxième question qu'il fallait se poser était celle de l'étiologie de cette gastro-entérite aiguë. 95% des gastro-entérites aiguës sont dues à un virus, pourtant 5% sont dues à une bactérie. L'objectif est de savoir quand est-ce que je vais aller chercher une bactérie. Eh bien, je vais aller chercher une bactérie dès que je me trouve dans les indications d'une coproculture telles que vous les avez apprises partout, c'est-à-dire un patient qui présenterait une diarrhée entéro-invasive, c'est-à-dire la présence de sang ou de glaire dans les selles. Donc toujours demander devant une gastro-entérite aiguë si les selles ne sont pas sanglantes ou glaireuses. Et puis ensuite, si c'est une gastro en retour d'un voyage tropical, si c'est une gastro chez l'immunodéprimé ou si nous sommes dans un contexte de toxi-infection alimentaire collective. Dans ce cas, je fais ma coproculture, puis j'attends les résultats de ma coproculture. Et après les résultats de ma coproculture, en fonction du germe, je décide ou non de mettre un antibiotique. Pourquoi ? Parce que si vous voyez dans la question 2, à laquelle nous allons revenir de toute façon après, les différentes bactéries qui peuvent donner une gastro-entérite, ça va être la salmonelle, le campylobacter, la shigelle, l'Escherichia coli et Yersinia. Si je donne une antibiothérapie probabiliste, et que j'ai affaire à un Escherichia coli, j'expose mon patient à un risque de CHU, de syndrome hémolytique et urémique que vous verrez en néphrologie. Donc je ne mets pas d'antibiothérapie en probabiliste. J'attends les résultats de ma copro et je traite. D'ailleurs, il y a très peu de bactéries qu'il faut traiter par un antibiotique. Si je retrouve un Yersinia, généralement je ne traite pas, sauf si c'est extrêmement douloureux. Si je retrouve un Escherichia coli, je ne traite pas. Si je retrouve une shigelle, je dois traiter. Dans ce cas-là, par une C3G ou par un macrolide. Si je retrouve un Campylobacter jejuni, je ne traite pas, sauf si j'ai affaire à une épidémie dans une collectivité. Et enfin, si je retrouve une salmonelle, je ne traite que si c'est une salmonelle majeure et pas si c'est une salmonelle mineure. Donc finalement, il y a extrêmement peu de gastro-entérite que je dois traiter par un antibiotique. Il n'y a quasiment jamais d'urgence à traiter une gastro-entérite par un antibiotique. Donc pour répondre à cette question, je regarde si les selles sont glairo-sanglantes et si je ne suis pas dans un contexte de retour de voyage tropical. Si je suis dans un de ces deux cas, je fais une coproculture, j'attends 48 heures les résultats et en fonction de mon résultat, je mets un antibiotique. Voilà résumé l'item de la gastro-entérite aiguë. Avec ce résumé-là, vous savez tout sur la gastro et la correction du dossier va maintenant être assez simple. Nous allons reprendre question numéro 1. On vous demandait quel est l'état d'hydratation de Tom et de le justifier. Dans ce dossier, il n'y avait pas de déshydratation extracellulaire ni intracellulaire. Pas de déshydratation, on l'a dit, parce que 1, la perte de poids était inférieure à 5%. Il n'y avait pas de déshydratation extracellulaire puisque les yeux n'étaient pas cernés, la fontanelle non déprimée, il n'y avait pas de pli cutané persistant, donc absence de signe de déshydratation extracellulaire du secteur interstitiel. Il n'y avait pas de trouble hémodynamique, il n'y avait pas de tachycardie, il n'y avait pas de signe de mauvaise perfusion cutanée et il n'y avait pas d'hypotension. Donc pas de signe de déshydratation extracellulaire touchant le secteur vasculaire. Et puis, il n'y avait pas de déshydratation intracellulaire, les muqueuses étaient humides, il n'y avait pas de trouble de conscience. Donc, l'état d'hydratation de mon patient était normal. Comment calcule-t-on la perte de poids ? Très bonne question. Pour calculer la perte de poids, c'est simple. Plusieurs possibilités. Alors, on se base toujours sur la courbe de poids. Voici une courbe de poids d'un enfant, avec ici la courbe de plus 2 déviations standard, ici la courbe de moins 2 déviations standard, et ici la courbe de la moyenne.
Si la courbe de poids de mon patient est comme ça, il vient pour une gastro-entérite aiguë et que son poids actuel est comme ça. D'accord? Eh bien c'est simple, je n'ai qu'à prendre le poids ici, puis je n'ai qu'à prendre ce poids-là, et je fais 1 moins le poids actuel sur le poids théorique. Et cela me donne un pourcentage. Si par exemple mon patient fait normalement 10 kg, mais que là il fait 8 kg, d'accord? Donc eh bien je fais 1 moins 8 divisé par 10, ce qui me donne 1 moins 0,8, soit 0,2. Mon patient a perdu 20% de son poids. Maintenant, le problème est que de temps en temps, eh bien, mon patient, le dernier poids que l'on connaît est ici, et le jour où il vient consulter, son poids est là. Or, ce patient-là, eh bien, si je prends mon dernier poids, j'ai l'impression qu'il n'a pas perdu de poids. Pourtant, son poids théorique est ici. Donc, je dois prendre la courbe de croissance de poids de mon patient, je la prolonge pour avoir le poids théorique du jour auquel le patient a consulté. Et là encore, eh bien, mon patient ici fait 10 kg. Par contre, son poids théorique serait de 11 kg. Et donc, je peux faire mon calcul avec 1 moins 10 divisé par 11. Nous pouvons passer à la question numéro 2. Eh bien, comme nous l'avons dit, quel est votre diagnostic et justifié? Eh bien, ici, nous avons affaire à une gastro-entérite aiguë entéro-invasive sans signe de déshydratation. Je le répète, dans la gastro-entérite, 2 questions, l'état d'hydratation et l'étiologie. Donc, je me dois de donner ces 2 éléments dans la correction. Ici, j'ai une gastro-entérite sans déshydratation, mais elle est entéro-invasive. Ma gastro-entérite est bien devant le terrain, une période épidémique, une notion de comptage, et d'un point de vue de la clinique, eh bien, j'ai un syndrome digestif, des symptômes digestifs avec de la diarrhée associée à un syndrome infectieux, c'est-à-dire de la fièvre, et un examen abdominal normal. Elle est entéro-invasive parce qu'il y a du sang dans les selles et il n'y a pas de déshydratation, comme nous l'avons justifié dans la question numéro 1. Question numéro 3. Quels agents étiologiques sont responsables de cette pathologie? On l'a dit, dans 95% des cas, ce sont les virus. Et parmi ces virus, principalement le rotavirus, mais il y en a d'autres, comme l'adénovirus par exemple. Et puis, il peut y avoir des bactéries, et ces bactéries, elles sont au nombre de 5. L'Escherichia coli, la salmonelle, Shigella, Campylobacter jejuni et Yersinia enterocolitica, comme écrit dans la correction. Il peut y avoir rarement des parasites, mais dans ce cas-là, là encore, je fais un examen parasitologique des selles chez les patients immunodéprimés en retour d'un voyage tropical ou devant un contexte particulier d'épidémie. Question numéro 4. On vous demande, vous décidez de prescrire une coproculture. Quelles sont les indications de cet examen? Eh bien, les indications de la coproculture, on les a dit tout à l'heure, c'est une diarrhée entéro-invasive, une diarrhée en retour de zone tropicale, une diarrhée chez un enfant qui est immunodéprimé, un contexte de toxi-infection alimentaire collective, et puis, mais ceci est dans un cadre très particulier, la suspicion de colite pseudomembraneuse. En gros, l'indication de coproculture, ce sont l'ensemble des situations dans lesquelles je suspecte que ma gastro-entérite puisse être bactérienne. Question numéro 5. Dans ce cas, chez mon patient qui a une gastro-entérite aiguë sans déshydratation, quel autre examen complémentaire dois-je prescrire? Eh bien, on l'a dit, je ne prescris aucun examen complémentaire puisque mon diagnostic de mon état d'hydratation est clinique. Quelles sont les indications d'exploration plus approfondies devant une diarrhée aiguë? Alors, comme on l'a dit, dans une gastro-entérite aiguë, eh bien, il n'y a que 2 questions qui comptent, c'est l'état d'hydratation de mon patient et son étiologie. On l'a dit, pour ce qui est de l'étiologie, eh bien, soit il y a une indication à la coproculture ou à un examen parasitologique des selles, soit je ne fais aucun autre examen à visée étiologique. Pour ce qui est de l'état d'hydratation de mon patient, le diagnostic d'état d'hydratation de mon patient est strictement et exclusivement clinique. Si mon patient a moins de 5%, je n'ai absolument pas besoin de faire une prise de sang pour savoir s'il existe une petite hémoconcentration ou pas. Parce que même s'il existe une petite hémoconcentration, mon patient a une perte de poids inférieure à 5%. Donc quoi qu'il arrive, ça ne changera rien à ma prise en charge thérapeutique. Donc, je ne fais un ionogramme sanguin
que si j'ai besoin d'hydrater mon patient. Et on l'a dit, sa principale justification, c'est le fait que je vais devoir faire un peu de cuisine et adapter mon hydratation intraveineuse à mon ionogramme sanguin. En cas de choc, je peux faire des examens complémentaires, bien que ça ne va pas changer grand-chose à ma prise en charge, mais attention, mes examens complémentaires propres au choc, je ne les ferai qu'après avoir fait le remplissage vasculaire de mon patient, car c'est ça l'urgence, c'est de le remplir et non pas de faire des examens pour voir si le choc est encore plus grave ou moins grave. C'est grave, il risque de mourir, je le remplis et ensuite je peux faire mes examens. Un iono, c'est évident. Et ensuite, un gaz du sang, des lactates, mais que généralement on ne fait même pas chez un enfant qui a un choc hypovolémique. En pratique, les examens complémentaires, je fais un ionogramme sanguin lorsque je perfuse mon enfant et je ne fais aucun examen complémentaire si je ne perfuse pas mon enfant. Et troisième point, je ne fais pas d'examen complémentaire chez un enfant qui a un choc hypovolémique tant que je ne l'ai pas rempli. Voilà les seuls examens complémentaires à faire devant une gastro-entérite aiguë, donc finalement très peu. Question numéro 6, eh bien on vous demandait quel est votre traitement. Donc chez mon patient qui a un état d'hydratation normal, eh bien ça va être un traitement ambulatoire. Il n'y a absolument aucun traitement étiologique. Le seul traitement va être d'hydrater mon patient. Donc c'est un traitement symptomatique, c'est une réhydratation orale. Cette réhydratation orale, elle se fait par un soluté de réhydratation orale. Il faut savoir comment ça se reconstitue. Donc on le répète, c'est un sachet pour 200 ml d'eau minérale et que l'on propose à volonté. On peut le fractionner si l'enfant vomit et a du mal à garder tout le soluté qu'il prend. Associé à ça, on peut faire un arrêt alimentaire de 4 à 6 heures, mais cela n'a jamais montré une efficacité formidable. On peut donner un seul traitement médicamenteux qui est le raquesadotril, le Tiorfan, qui a montré une diminution de la quantité émise de sel. Mais là encore, le seul traitement, c'est un soluté de réhydratation orale. Il n'y a que celui-là dont vous devez franchement vous souvenir. Il existe une contre-indication au ralentisseur du transit, donc surtout ne pas en prescrire. Et enfin, on fait un traitement antipyrétique avec ses mesures médicamenteuses et ses mesures physiques, comme nous les avions décrites dans la conférence numéro 1. Et enfin, je surveille l'efficacité et la tolérance de mon traitement. Je dois dire au patient de reconsulter si il y a une augmentation de la quantité des diarrhées qui apparaissent, s'il existe des vomissements, une intolérance alimentaire ou une perte de poids importante. Le patient doit reconsulter si et seulement si on a l'impression qu'il existe des signes qui nous font penser que le patient est en train de passer dans la zone de déshydratation de 5 à 10% ou de plus de 10% pour pouvoir l'hydrater par les veines. Question numéro 7. La bactériologie vous rend les résultats de la coproculture 24 heures plus tard. Et on retrouve un Shigelle. Cette information entraîne-t-elle des modifications de traitement? Oui, puisque la Shigelle est un des antibiotiques, est une des bactéries qu'il faut traiter par un antibiotique. Donc nous ferons un traitement ambulatoire, symptomatique, avec un traitement étiologique. Ce sera un traitement donc antibiotique actif sur Shigelle Peros et qui correspondra à de l'azithromycine, donc un macrolide, en monothérapie pendant 5 jours. De plus, il faut faire une éviction de la crèche et traiter les cas témoins, ici faire une coproculture et traiter le père. Et enfin, la surveillance de l'efficacité du traitement. Pour savoir que le traitement a marché, il faut faire 2 coprocultures à 24 heures d'intervalle, 48 heures après l'arrêt du traitement. Et c'est seulement la négativité de ces 2 coprocultures qui permet de dire que mon traitement a été efficace. Quelles sont les indications de traitement antibiotique probabiliste devant une diarrhée aiguë? On l'a dit, la plupart des bactéries ne nécessitent pas de traitement antibiotique. De plus, traiter par un antibiotique une gastro-entérite aiguë secondaire à un Escherichia coli peut entraîner un risque de syndrome hémolytique et urémique qui peut être mortel. Donc on essaye de ne pas traiter les gastro-entérites par un traitement probabiliste. Malgré tout, on traite par un traitement probabiliste lorsqu'il existe une gastro-entérite aiguë entéro-invasive chez un enfant de moins de 3 mois et lorsqu'il existe une gastro-entérite aiguë entéro-invasive associée à des troubles hémodynamiques et lorsqu'il existe une gastro-entérite aiguë entéro-invasive chez un patient immunodéprimé. Voilà les 3 cas dans lesquels on peut traiter une gastro-entérite aiguë en probabiliste. Mais sinon, on fait la coproculture et c'est ensuite les résultats de la coproculture qui décident ou non de mettre un traitement et donc pas de traitement probabiliste. Question numéro 8. On vous raconte toute une histoire, donc le patient revient et il va franchement moins bien. On vous demande quel est votre diagnostic. Et bien ici,
Le diagnostic, c'était une gastro-entérite aiguë, toujours probablement d'origine virale, mais cette fois compliquée, de déshydratation sévère associée à un choc hypovolémique. Choc hypovolémique car le patient était tachycarde et qu'il existait des signes de mauvaise tolérance cutanée. Question numéro 9, quelle est votre prise en charge thérapeutique? Eh bien, on l'a dit, la prise en charge thérapeutique d'un enfant qui possède une déshydratation globale avec un choc, l'urgence vitale, c'est de traiter ce choc. Et le traitement du choc, c'est le remplissage. Donc, je fais une hospitalisation en urgence, je mets en condition, je pose une voire deux grosses voies veineuses, et si je n'arrive pas à poser de voies veineuses de gros calibre, je peux poser une intra-osseuse, qui est une voie de gros calibre chez l'enfant, et puis je remplis par du sérum physiologique, en bolus à 20 ml kg, mais voire plus si besoin, et je répète ce remplissage tant que le choc est présent, et le choc est présent tant que la fréquence cardiaque n'est pas normalisée. Une fois que ma fréquence cardiaque est normalisée, alors j'ai traité mon choc, je peux faire mes prélèvements biologiques et je peux passer à la deuxième étape de mon traitement, une réhydratation intraveineuse. Ma réhydratation intraveineuse, elle est lente, voilà le premier point à dire. Et la deuxième chose à dire, c'est qu'il faut l'adapter au ionogramme sanguin. Ensuite, c'est de la petite cuisine, ça dépend de chaque centre, donc peu importe d'apprendre qu'il faut mettre tant de G5, tant de sodium, tant de potassium. Tout va dépendre du ionogramme sanguin et il faut surtout la faire très lente pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et puis ensuite, parallèlement à ça, eh bien, je vais prendre en charge ma gastro-entérite aiguë. Et la prise en charge de ma gastro-entérite aiguë, eh bien, c'est un isolement, une réhydratation orale par du soluté de réhydratation, une reprise de l'alimentation précoce et avec un régime alimentaire normal ou antidiarrhéique, peu importe. Et puis, je vais surveiller l'efficacité et la tolérance de mon traitement pour savoir si j'ai bien réussi à juguler mon choc puis mon état d'hydratation. Eh bien, je regarde le poids, le pouls, la tension artérielle, la diurèse, l'état cutané, la conscience, les vomissements et les selles. Et d'un point de vue paraclinique, pour bien voir que je ne fais pas de bêtises, je fais un ionogramme sanguin, principalement pour adapter ma réhydration intraveineuse. Et d'un point de vue de la tolérance, comme j'ai énormément rempli mon patient, je dois quand même surveiller qu'il n'y a pas trop eu de liquide, pas d'œdème, et donc je vérifie qu'il n'y a pas d'œdème pulmonaire, donc je regarde la fréquence respiratoire et une auscultation pulmonaire, et enfin, qu'il n'y a pas d'œdème au niveau cutané. Question numéro 10. Quels examens complémentaires prescrivez-vous et qu'en attendez-vous? Alors on l'a dit, le principal et le seul examen qui est nécessaire, c'est le ionogramme sanguin, puisque ce ionogramme sanguin va permettre d'adapter la perfusion. Alors, généralement, dans ces cas-là, on fait un ionogramme sanguin associé à une urée et une créate. Et les signes que l'on retrouve, eh bien, c'est des signes de déshydratation extracellulaire avec une hémoconcentration, avec une insuffisance rénale fonctionnelle, avec une acidose métabolique fonctionnelle. On peut trouver des signes de déshydratation intracellulaire avec une hypernatrémie. Et enfin, on l'a dit, cela permet d'adapter la perfusion. La numération, effectivement, va pouvoir montrer un hématocrite augmenté, signe allant vers, montrant en tout cas qu'il existe une hémoconcentration, mais là encore, ça ne sert absolument à rien, ni dans le diagnostic, ni dans la surveillance, ni dans la prise en charge de mon patient. Donc bien retenir le ionogramme sanguin. Ce dossier avait pour objectif vraiment de faire le tour de la question sur gastro-entérite aiguë. Vous devez absolument connaître ce cours parfaitement, ce n'est pas compliqué, bien souvenir l'état d'hydratation du patient, plus ou moins un peu l'étiologie de ma gastro, et avec ça, vous savez tout.